On va démarrer cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Pialou, professeur de maladies infectieuses à Sorbonne Université et à l'hôpital Tenon, sur un thème de l'infodémie à l'infodémiologie. Je pense que c'est un sujet très actuel. Je pense aussi que ça va compléter la conférence que nous avait donnée il y a quelque temps Gérard Bronner. Tout progrès a ses avancées, puis aussi sa part sombre. Et dans tout ce qui est le numérique, je pense qu'aujourd'hui, on est effectivement débordé d'informations et que beaucoup de problèmes de notre société, et on l'a aussi en médecine, sont face à ce débordement d'informations, ce tri entre le vrai et le faux, les vérités alternatives, puisque il y avait avant le vrai et le faux, mais maintenant il y a aussi les vérités alternatives, c'est terrible. Donc Gilles, un grand merci d'être venu nous parler. Tu as la parole, et puis on ouvrira après la discussion avec la salle, quand tu veux. Merci beaucoup Bruno. Donc effectivement, c'est un sujet qui va prendre encore plus d'actualité pour les raisons que je vous expliquerai à la fin. Je suis très content, puis je suis un peu ému parce que d'habitude je fais des topos ici où je domine parfaitement le sujet de A à Z. Là, ça va couvrir beaucoup de spécialités, y compris, je vois qu'il y a des représentants, journalistes, anthropologues, sociologues, etc. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, même si le mot qui est difficile à prononcer est récent. Enfin, vous allez voir que c'est pas tout à fait récent, mais a été plébiscité par la crise du Covid. J'ai mis mes liens d'intérêt qui sont les liens officiels avec l'industrie du VIH et des hépatites et un petit peu des virus respiratoires. Et puis j'ai mis un peu quelque chose de mon histoire. Alors parce que voilà, quand on a les cheveux blancs, on peut mettre 2 secondes sur sa propre histoire. Mon histoire, de mon rapport à l'information et donc de fait à des informations. On verra comment les mots désinformation, mésinformation, fake news, infodémie, etc. se superposent pas totalement. Quand j'étais interne, j'étais encore plus agité que maintenant, et j'étais journaliste en même temps à Libération avec un monsieur qui est tout au fond et qui s'appelle Éric Favreau, qui est d'ailleurs venu ici même. Et puis j'ai continué une activité donc de rédacteur en chef sur un site. Donc j'ai vu aussi comment c'est compliqué de gérer l'information sur les sites en libre accès, et avec quelques activités éditoriales. Et puis j'ai mis, alors c'est pas du tout pour mettre ma liste de titres et travaux, pas du tout, c'est loin de s'en faut, parce que j'ai travaillé aussi dans des rapports ministériels et j'ai vu aussi un peu le rapport aux politiques, et on va voir que dans cette histoire d'infodémie, de gestion de l'information et des fake news, mais on ne va pas parler que des fake news, il y a une dimension politique qui est évidemment essentielle. Un point important en introduction, c'est que évidemment, si on concerne que l'aspect fake news, et j'avais fait pendant le Covid une intervention, alors évidemment pas en présentiel, sur les fake news liées au Covid, mais bon, c'est vieux comme le monde. L'infodémie, c'est nouveau, l'infodémiologie, c'est encore plus nouveau, mais les fake news, on peut en citer quelques-unes. Les Illuminati, 18e siècle, j'ai encore des patients qui m'en parlent. Le péril judéo-maçonnique, donc 1903, l'homme qui a pas marché sur la Lune, la dérive platiste, vous savez, la dérive platiste, quand on regarde dans les sondages chez les ados, c'est encore quelque chose qui existe, que la Terre est plate. Et il y a une association internationale qui s'appelle Flat Earth Society, qui existe toujours. Personnellement, j'avais travaillé dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, sur le révisionnisme ou le négationnisme du sida, qui a été porté par un certain nombre de scientifiques, y compris des prix Nobel. Et puis, effectivement, le Covid est venu rebattre toute cette question de l'accès à l'information. Et comme l'a dit Bruno, il y a un problème dans le problème, c'est l'emballement informationnel qui touche particulièrement les sciences, avec finalement une difficulté et Gérald Bronner a dû en parler, de comment la science est devenue, notamment à l'occasion de la crise du Covid, défiance. Et on est, en tant que médecin universitaire ou travaillant dans les sciences sociales ou des sciences de l'information et de la communication, les SIC, responsable d'une partie de la réponse que l'on peut apporter à un phénomène qui est effectivement à la fois planétaire et tentaculaire sur le plan numérique. Alors j'ai commencé évidemment par l'opinion. L'opinion, c'est pas la science, mais je voulais deux sondages. Un premier sondage donc de la Fondation Jean Jaurès avec l'IFOP
qui date de 2022, donc on n'est pas au début du Covid. J'ai juste pris la question sur l'impression que laisse la science. Et alors, c'est chez les 11-24 ans, hein, quand on leur demande « Avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal ?» Ben, vous voyez que finalement, il y en a 41% qui considèrent que c'est à peu près autant de bien que de mal. Et le plus important, c'est le rouge, c'est plus que 17% qui considèrent que la science apporte plus de mal que de bien. Et ce chiffre est en augmentation. Et puis, le sondage est très intéressant parce qu'évidemment, ça va dans toute la dimension politique, environnementale de la science. Moi, j'ai retenu quelques éléments qui m'ont interpellé. Les vaccins ARN, on est en 2022, donc 32% qui considèrent que ça a fait des dommages irréversibles dans les organes vitaux des enfants, que l'hydroxychloroquine, ou la chloroquine est un traitement efficace, un quart des jeunes. Et puis quelque chose dont je ne savais pas, mais qui circule beaucoup sur TikTok, c'est que par exemple que les plantes peuvent être un très bon produit abortif à moindre risque, un quart. Et ce qui est particulier aussi, c'est que tous les sites n'ont pas le même impact et les chercheurs qui travaillent sur l'infodémiologie ont chacun leur site, que ça soit TikTok, X, Facebook ou d'autres. Et vous voyez que par exemple ceux qui sont sur TikTok, sans doute plus jeunes, ont encore plus d'idées toxiques sur le vaccin ARN, puisqu'on monte à 36% pour ce qui est du vaccin Covid. Et le deuxième sondage, il est pas du tout chez les jeunes, mais il est chez les décideurs. Donc c'est un sondage du Forum économique et mondial. C'est une question, alors c'est un peu pixelisé, mais je pense que vous voyez bien. On a demandé donc aux participants du Forum économique et mondial quel était à court terme, à 2 ans, le risque qui leur paraissait le plus important. Et c'est vrai que c'est étonnant. J'ai même cru que c'était une fake news, ce sondage. Donc je suis allé quand même sur le site du Forum économique et mondial. Chaque fois, il faut vérifier. Donc j'ai passé beaucoup de temps à vérifier chaque fois d'où ça venait. Et ils mettent à court terme, hein, ils mettent la mésinformation et la désinformation. C'est un sondage de 2024 devant le risque climatique, devant la polarisation sociale, etc., etc. Bon, à long terme, c'est pas le cas. Avec une petite erreur, entre guillemets, c'est de considérer que la désinformation et la mésinformation est un problème technologique, alors qu'on verra tout à l'heure que c'est bien plus complexe que ça. Un dernier point aussi, on en a discuté avec quelqu'un tout à l'heure avant qui disait que les mots étaient compliqués. C'est vrai que là, c'est un petit diagramme qui est très simple, qui est dans une école de journalisme, entre le degré de falsification et l'intention. Et évidemment, ce qui est dans l'angle droit et la désinformation, c'est-à-dire la diffusion intentionnelle de fausses informations, que ce soit par un individu, une collectivité, un parti, un pays, hein, et on verra comment l'intelligence artificielle vient faciliter tout ça, brièvement, qui se différencie de la mésinformation. Voilà, il n'y a pas d'intention malveillante, c'est juste que l'information est incorrecte et qu'elle a été véhiculée ou likée ou retransmise ou diffusée. Et la malinformation, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des gens, et on le voit même dans les consultations, il y a des gens qui ne sont pas complotistes mais qui sont juste mal informés, et donc il y a un effort de pédagogie très important. Alors, l'infodémie, c'est un concept, j'allais dire ancien finalement, même si le mot vous paraît récent, mais c'est vrai qu'il a eu sa visibilité avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc la définition, il y en a plusieurs, j'ai pris celle du dictionnaire de la langue française. C'est un néologisme donc, qui est calqué sur le mot infodémique et qui mélange information et épidémique. C'est pas forcément une vague de fake news, c'est une vague d'informations qui peuvent être effectivement fausses ou trompeuses et qui diffusent essentiellement sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Mais on ne peut pas réduire non plus ni aux fake news, ni seulement aux moteurs de recherche. Alors l'inventeur entre guillemets de l'infodémiologie, c'est Günther Eisenbach, qui est un chercheur en innovation en santé, qui en a fait sa petite entreprise, hein, qui connaît pas la crise comme on dit, parce qu'il a monté tout un consortium de publications. Donc il a à peu près 30 publications en libre accès. J'ai mis à droite que ça connaissait pas la crise parce qu'il est classé dans les 500 entreprises qui au Canada ont fait le plus de bénéfices. Mais c'est lui qui a été le premier à faire un groupe de publications indexées qui sont sur la recherche sur Internet, dont effectivement le journal d'infodémiologie, sur lequel publient les chercheurs qui sont spécialistes et qui a un impact facteur assez bon, comme vous avez pu le voir sur la diapositive précédente. Alors j'ai évidemment regardé, et ça c'est la base, c'est un schéma assez compliqué, mais c'est juste pour comprendre un peu comment et c'est lui aussi qui a fixé
ce cadre de l'infodémiologie, donc la science des poussées infodémiques. Et vous avez en haut, dans le rond en bleu, la circulation classique de l'information qui part de l'épidémiologique, donc de l'analyse des déterminants d'une maladie dans une population, pour faire très court, transmis aux autorités publiques, transmis au public avec des interventions en santé en public. Et puis, vous avez aussi ce qui va venir parasiter, si l'on peut dire, ou amplifier, ou déformer, ou relayer. C'est pas seulement un élément négatif. Donc, à la fois les campagnes médiatiques, les modifications de comportement, et puis la communication. Et précisément, l'infodémiologie essaye de voir comment se situe ce passage d'un composant clinique ou épidémiologique à une décision de politique, à des modifications de comportement. Et vous comprenez bien qu'il y a un premier malaise, si on prend un exemple, que je n'ai pas pris dans mon diaporama, mais que je dis, c'est si on prend le papillomavirus, on est typiquement dans une application complexe. Pourquoi ? Mais parce que il y a eu des campagnes de fake news très importantes autour du premier vaccin contre le HPV, le Gardasil. Donc vous savez qu'il y a eu des campagnes avec du lobbying, et d'ailleurs des associations qui étaient très proches des antivax qu'on retrouvera dans le Covid. Et puis il y a eu effectivement un vaccinoscepticisme très important. Je ne vais pas faire un cours sur le HPV, mais le problème, c'est que pour avoir l'impact des campagnes de vaccination sur la survenue de cancer ORL, de cancer du col, de cancer anal, etc., il faut attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc vous avez un impact, si vous voulez, de ce problème de fake news et de diminution de la couverture vaccinale qui va mettre des années, voire des dizaines d'années à être calculé. Donc il y a un problème d'effet temps. Alors très rapidement, j'ai regardé sur PubMed et vous voyez qu'effectivement sur PubMed, c'est le désert jusqu'à l'arrivée du Covid, donc jusqu'à 2020, avec un pic en 2022 avec 280 publications sur ce thème de l'infodémie. Si vous regardez fake news, vous avez un bruit de fond. Effectivement, les fake news, comme je l'ai dit, ont toujours existé et il y a eu des publications sur les fake news anciennes, mais là aussi, c'est le Covid qui va démultiplier tout ça avec un pic en 2022. Si vous regardez dans Le Monde, le journal Le Monde, la sortie du terme, et là on est avec donc un petit pic en 2013, donc je n'ai pas réussi à identifier, et évidemment un pic à partir de 2020 sur le thème. Alors j'ai regardé sur le site de Sorbonne Université, bien sûr, il y a pas de statistiques, mais bon, il y a ma conférence, mais ça c'est il y a aussi une organisation d'une réunion là qui s'appelait Dire le vrai dans la culture médiatique, et puis il y a un certain nombre d'articles qui sont issus d'ailleurs de chercheurs de Sorbonne Université. J'en ai sûrement oublié, mais que j'ai essayé de reprendre dans le fil. Alors je reviens à ce qui a été dit là. D'ailleurs, c'est quelqu'un de Sorbonne Université, Olivier Haïm. C'est vraiment l'OMS qui va faire que le mot va rentrer dans le domaine public et rentrer comme étant la base constitutive d'une science, et ce que je vais essayer de vous montrer aussi. Alors, le directeur lui-même, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a plébiscité dans toutes les langues le terme qui désigne une surabondance d'informations, donc fiable ou non fiable. C'est pour ça qu'il ne faut pas assimiler infodémie avec épidémie de fake news, mais elles sont évidemment véhiculées, et que plus vous avez d'informations, plus mécaniquement les fake news, surtout sur des sujets de santé transmissibles, je pense au Mpox, je pense au VIH, et c'est vrai que l'infectiologie est beaucoup sollicitée dans ce sujet de circulation d'informations fausses, ou de fausses nouvelles, ou de mésinformations, comme on l'a vu tout à l'heure. Et l'OMS s'est doté à la fois d'un groupe de travail, d'un site, et a fait un peu de pédagogie, il faut le reconnaître, c'est son boulot, mais ça a été extrêmement bien fait. Alors peut-être que ça a été noyé dans la masse d'informations qu'on a eues au moment du Covid, mais ils ont posé les bonnes questions avec des tutos, avec des webinars internationaux. Alors peut-être qu'il y en a qui ont participé ici. C'est avec les bonnes questions. Comment la surabondance d'informations influe sur le comportement, c'est un vrai sujet en situation d'urgence, on l'a vu avec le Covid. Comment le comportement en ligne influence sur le comportement hors ligne. En fait, en gros, ce que les gens échangent sur Twitter, est-ce qu'ils échangent la même chose dans leur environnement? Est-ce que ça modifie leur comportement? Pour prendre un exemple concret, est-ce que les militants anti-masques
appliquent ça à eux-mêmes quand ils sont dans une situation, par exemple, de péril avec des personnes âgées, des immunodéprimés, etc. Donc ça, c'est une vraie question, c'est un vrai travail. Comment l'infodémie influence le fonctionnement cognitif, hein, c'est-à-dire qu'à force d'avoir trop d'informations, il y a même des mots qui ont été inventés comme info-obésité, c'est-à-dire le fait qu'on gonfle d'infos et qu'on n'en peut plus et qu'il y a des gens qui font des pauses dans la circulation de l'information et qui vont donc rater éventuellement des informations ou des alertes importantes. Comment les politiques peuvent aider à réduire cette désinformation. Parfois, ils y contribuent largement, on l'a vu avec le Covid. Et puis, comment l'infodémie exploite, au sens négatif du terme, à la fois les réseaux sociaux et les populations les plus vulnérables, sachant que les deux peuvent se conjuguer, donc trouver les populations vulnérables sur les réseaux sociaux. Alors, autre chose aussi qui est très pédagogique et qui aide tout le monde et qu'on peut, c'est quelque chose que moi j'utilise dans la consultation parce que ça soit sur le Mpox, le VIH, etc. Il y a parfois des questions sur le vaccin, bien sûr, les vaccins. C'est de montrer comment, et c'est une mécanique, je dirais quasiment continuelle, on le verra avec deux exemples, de partir de peu de personnes et d'arriver, et c'est ça le problème, de caisse de résonance des réseaux sociaux, arriver à des dizaines de milliers de personnes, et c'est ce vrai problème-là. Mais si si chacun, et en fait il y a une démarche citoyenne, si chacun va ne pas relayer une rumeur qu'il n'a pas vérifiée, qui va vérifier l'information, qui va voir quelle est la personne qui est la personne source, le document source qui est derrière la personne source, et qui interroge, et on verra ça dans la diapositive suivante, et c'est une façon finalement de casser les chaînes de transmission des fake news. Toujours avec l'OMS, mais je trouve que ces tutos sont clairs parce que ça permet à tout le monde de se mettre une base consensuelle de comment on peut le faire. Évaluer la source, ne pas se contenter des gros titres, on le sait très bien, y compris avec la presse traditionnelle. Hein. On l'a vu avec l'histoire du VIH, le titre ne résume pas, et il y a des journaux aussi qui ont fait beaucoup de mal avec les titres, mais pas avec les contenus. Identifier l'auteur, c'est très important. Je vais vous montrer des exemples, mais dans l'histoire du Covid, si on avait bien suivi les personnes, évidemment, on parlera de Didier Raoult tout à l'heure, mais et quels étaient leurs antécédents, on aurait eu probablement un réflexe de réserve lié au parcours, etc. La date, les données factuelles sous-jacentes, analyser ses propres préjugés, et puis là aussi, vous savez que ça a été un effet positif du Covid. Il y a eu une multiplication des fast-checking. Tous les journaux, vous le verrez tout à l'heure, à peu près tous les journaux en Europe et aux États-Unis ont des outils de fast-checking qui permettent de vérifier. Alors, est-ce qu'il faut vérifier le fast-checking? Est-ce qu'il faut faire le fast double-checking? Ça, c'est un vrai sujet. Peut-être on en discutera tous ensemble après avec des gens qui sont sûrement plus compétents que moi. Et alors, il y a eu un premier congrès, et ça, je ne le savais pas avant de m'intéresser à ce sujet, qu'il y a eu un premier congrès que je n'ai absolument pas vu, mondial, sur l'infodémiologie. Juste pour l'anecdote, ils ont publié, comme vous avez vu, ils se sont mis à quelques-uns pour publier, ça m'amuse toujours. Mais c'est pas pour vous montrer le nombre de gars, c'est pour vous dire juste qu'il n'y avait pas un seul Français, alors que vous avez des gens de tous les pays, Congo, Égypte, Switzerland, il n'y a pas de Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Français qui s'intéressent à l'infodémiologie. Alors j'ai mis quelques questions auxquelles on essaiera de répondre tous ensemble. Elles sont pas limitatives. Hein. Est-ce aux scientifiques de répondre aux fake news? Ça, on s'y arrêtera. L'utilité des sites de checking, elle est très claire. Moi, personnellement, je partirai à la retraite avec un retrait un jour du fait que j'ai pas réussi à convaincre mes collègues, mes amis, infectiologues, etc., d'intégrer à leur formation des étudiants, mais on en parlera avec le doyen, une partie qui revient sur les fake news. Je vous montrerai l'exemple de la rougeole. Je pense qu'on ne peut pas faire un cours en ce moment sur la rougeole sans revenir sur comment le vaccin contre la rougeole a été un des plus maltraités par les fake news. Voilà cet exemple. Je sais que tout le monde est convaincu individuellement, mais quand on voit dans les formations, dans la formation continue, et y compris à l'école, on y verra tout à l'heure, lutter contre les réseaux sociaux, on en a parlé. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'on a inventé le retracting. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, et le Covid a démultiplié cette capacité, et il y a un site qui nous montre les articles scientifiques qui ont été rétractés. Et ça participe à l'information, parce que vous avez les causes du retracting, et souvent dans les causes du retracting, il peut y avoir un problème méthodologique, mais il y a aussi un problème de fake news à l'intérieur de la publication scientifique, et je prendrai un exemple tout à l'heure. Alors,
j'enfonce des portes ouvertes en vous disant qu'entre 1916 et 2024, les circuits de l'information ont changé. Mais c'est juste pour donner quelques illustrations au côté caisse de résonance qui est absolument incroyable. C'est que quand vous appuyez quand vous postez un message, c'est assez hallucinant la façon dont ça peut être amplifié. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont testé ce système-là. Alors prenons un exemple. Et là, cette fois-ci, il ne s'agit pas de parler de la population générale. On parle des physiciens, donc des médecins qui, aux États-Unis, ont été reconnus comme étant des vecteurs de fake news, de mésinformation. Donc c'est une étude très bien faite pendant la période du Covid. Ils ont identifié 52 cliniciens dans 28 spécialités qui diffusaient essentiellement autour du vaccin, c'est le sujet numéro 1, mais aussi sur la promotion de médicaments qui n'étaient pas insuffisamment, dont l'efficacité n'était pas insuffisamment prouvée, sur l'efficacité du masque, c'était le sujet numéro 3, par ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire, et puis sur d'autres, sur les origines du virus, sur la place du gouvernement, etc., les lois liberticides. Et vous voyez quelque chose dans ce tableau qui est important, c'est que c'est très peu de physiciens avec énormément de personnes derrière. Donc vous voyez par exemple sur Twitter, vous avez 37 cliniciens et vous avez en médiane 67 000 personnes qui les suivent. Donc une responsabilité finalement de la caisse de résonance. Un autre travail pareil, mais là on est en population générale, c'est un travail qui est fait par un centre qui lutte contre la désinformation en général, qui est très efficace. Je vous le conseille, le CCDH, le Center for Countering Digital Hate, et qui évidemment a eu une part très importante dans la lutte contre les fake news pendant le Covid. Et ils ont regardé, par exemple, pendant une période courte, en 2021, 812 000 posts sur Facebook et Twitter, et ils se sont aperçus que les 2/3 des fake news étaient postés par 12 personnes. Donc il y a 12 personnes qui alimentent en permanence dans ces réseaux. Et il y en a un qui est assez connu parce qu'il avait déjà des lettres de noblesse, notamment sur le rapport entre la vaccination et l'autisme. Et puis il y en a un qui est quand même devenu depuis ministre de la Santé de Trump, qui était numéro 2 quand même, donc déjà il avait quand même une bonne base, numéro 2 de ceux qui distillaient des informations sur des fake news sur la vaccination contre le Covid. Le troisième élément de caisse de résonance, parce qu'on ne peut pas parler que des réseaux sociaux, c'est l'information grand public et la crise du Covid. Et effectivement, on est quelques-uns à Sorbonne Université à avoir participé en tant qu'invités, beaucoup d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, ça ne nous a pas fait que des amis, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun sujet dans l'histoire de l'information en continu et même de la presse classique qui n'a fait que couvrir, enfin qui a couvert entre 75 et 80% de l'antenne. Donc 75 à 80%, et forcément quand vous avez 75% de BFM sur le Covid, ça amène des experts qui connaissent rien, ça amène des anciens experts, ça amène évidemment des gens qui sont là en service commandé par rapport à un certain nombre de désinformations. Et donc on a, pour reprendre une expression non pas de Bronner mais de Étienne Klein, ce qui rend très délicat, c'est qu'on utilise les mêmes canaux de communication, que ce soit les chaînes de télévision continue, les réseaux sociaux, la presse traditionnelle, où se mélangent des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires et des fake news, et que c'est extrêmement difficile de faire la part. Alors, en fait, c'est une diapo de conclusion, mais comme je sais que je vais être à la bourre, je préfère c'est pas tout à fait une diapo de conclusion, mais c'est une diapo d'éléments clés que je souhaite mettre là avant qu'on voit justement la recherche dans le détail. Le premier élément un peu pédagogique, c'est que le champ de la santé maintenant, notamment depuis la crise du Covid, mais bien avant, avec l'affaire du sang contaminé, etc., elle est indissociable des processus de communication. Il y a beaucoup de politiques qui n'ont pas encore bien intégré ça, y compris dans les antennes du ministère de la Santé, je pense à la Haute Autorité de Santé. C'est pas toujours très clair que le message de communication est associé à un avis ou à une décision, et que la communication a été anticipée. La deuxième chose, c'est la volatilité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très difficile de prévoir que quelque chose qui est perçu, notamment,
il y a une dynamique de l'acceptation, y compris en France, de la vaccination Covid. Alors bien sûr, il y a eu le côté coercitif du pass sanitaire, mais la position des Français a beaucoup changé. Et quand il y a une comparaison européenne, on voit qu'il y a des pays où ça a vraiment beaucoup bougé. Et cette volatilité est très difficile à étudier scientifiquement. Alors, les théories du complot, on en a parlé. Oui, il n'y a pas que la notion quantitative qui est importante, il y a la notion aussi de figure tutélaire, c'est-à-dire la façon dont des personnes vont porter un message. Et là, c'est pas une question de nombre de likes, c'est une question d'aura. On a cité Kennedy, le nouveau ministre de la Santé de Trump, on a cité Raoult, Christian Pérode, Juliette Binoche, sur lequel je dirai un mot. Il y a quelqu'un qui est devenu professionnel politiquement, Florian Philippot, de la diffusion des informations depuis le Covid. Et puis, un élément qui est très important et qui est là aussi indiscutable, je vous montrerai juste après, l'impact délétère sur la santé qui a été démontré. Il y a des méta-analyses qui ont été faites. C'est vrai pour l'HPV, j'en ai déjà parlé, c'est vrai pour la rougeole, c'est vrai pour le chikungunya. Je vous montrerai une recherche en cours actuellement à La Réunion. C'est vrai pour le Covid-19, c'est vrai pour la prévention du palud, soi-disant par l'artémisia. Ça a été vrai pour le Mpox. Il y a eu énormément de fake news autour du Mpox avec la maladie importée par les Africains, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté de l'appeler la variole du singe aussi, puisque c'est ni une variole ni venant du singe. Mais bon, ça, c'est un détail. Et puis, le dernier point, c'est que, et c'est pour ça que c'est difficile de s'exprimer devant ceux qui sont spécialistes d'une spécialité, que ce soit les politiques, les enseignants, les chercheurs en sciences de l'information et de la communication, en sciences sociales, en anthropologie, les journalistes, les cliniciens, les représentants des usagers. Et c'est vrai que ces gens ne sont pas habitués à se parler. Et j'en parlais tout à l'heure avec vous, là. C'est un peu la même chose que One Health ou que la santé mondiale. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la même table One Health, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est santé environnementale, santé animale, santé humaine. Et il faut faire parler des gens qui se parlent en général jamais. C'est-à-dire vétérinaires, spécialistes de l'environnement et spécialistes de la santé humaine. Et bien là, je pense que dans le traitement des fake news et de l'infodémie, il faut que des gens qui ne sont pas habitués à se parler le fassent. Bon, c'est vrai que c'est pas parce que j'ai été journaliste que j'ai eu plus d'appétence pour cette réunion, mais c'est vrai que l'histoire du sida nous a appris à mélanger les sciences sociales avec la recherche clinique, etc. Et que nous, on n'est pas choqués par cet élément-là. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, je fais des digressions, mais le groupe d'Elfrécy, donc on a appelé le groupe d'Elfrécy, eh ben il manquait, par exemple, des représentants des usagers, par exemple, pour ne citer que cet exemple-là. Et il y avait très peu quand même de chercheurs en sciences sociales. Donc ça, c'est une revue générale, c'est juste pour fixer ça, qui est une review très bien faite, qui démontre, qui compile toutes les études qui montrent l'impact délétère sur la santé physique, alors que finalement, la mésinformation, si on l'appelle ça comme ça, elle n'est pas majoritaire sur les plateformes numériques. Donc il y a un impact extrêmement important sur la santé, j'ai cité déjà quelques exemples. Alors il existe une loi anti-fake news, comme vous le savez, mais c'est une loi que vous connaissez peut-être pas, mais qui a été extrêmement orientée autour des périodes électorales et très peu sur les phénomènes de santé. C'est-à-dire, en gros, vous ne pouvez pas, pendant les périodes électorales, faire des fake news, l'ARCOM est saisi, donc avant ça s'appelait le CSA, l'ARCOM est saisi, vous interrompez les émissions, etc. L'expérience, c'est que ça n'a pas fonctionné sur le Covid, et ça n'a pas fonctionné sur le Mpox, et ça fonctionne pas actuellement sur le chikungunya, parce que, voilà, l'ARCOM n'est pas outillé pour. Mais il n'y a pas de loi anti-complotisme. Alors le complotisme, évidemment, c'est le Covid qui nous l'a amplifié, ça existait avant, hein. Mais là, il y a eu une réunion de chercheurs, de cliniciens, de journalistes, d'anciens, de patients, de parents de patients. Et là, ça a été très compliqué de se confronter à ces fake news. Et moi, je n'ai pas la solution de ce qu'on aurait dû faire. À gauche, vous avez quand même le summum. Louis Fouché, il a été dégagé de ses fonctions à Marseille. Hein, c'était un anesthésiste réanimateur, probablement plus toxique encore que son maître. Et lui nous expliquait, alors s'il y a des biologistes dans la salle, ils pourront interpréter, que quand on injectait de l'ARN messager, notamment à des personnes séropositives, on allait rétrotranscrire, c'est-à-dire qu'en gros, le rétrovirus du VIH allait se réactiver. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de virologie, mais c'est absolument sans queue ni tête, mais ça parle bien aux gens, vous savez, c'est réactivation, retranscription, etc. Et puis,
je suis désolé, mais bon, c'est Festival de Cannes. Je me suis dit, je vais faire une diapo Festival de Cannes, mais moi, j'ai du mal, personnellement, avec Juliette Binoche, qui est une excellente actrice, et c'est pas le sujet, mais qui a véhiculé un nombre de fake news incroyables sur les réseaux sociaux. Et je vois aucun journaliste qui lui dit, mais ça vous a pas gêné d'avoir porté la théorie que on mettait de la 5G par les vaccins, qu'on mettait des puces sous-cutanées en vaccinant, que tout ça c'était pour faire la fortune de Big Pharma et de Bill Gates, etc. Et elle s'est mise même à faire de la recherche cas contrôle, puisqu'elle a fait un tournage en Thaïlande. C'est une anecdote, mais c'est pour montrer aussi que là, vous n'êtes pas dans le quantitatif, vous êtes dans la personne qui, elle, est écoutée. Et elle a fait un tournage en Thaïlande et elle a trouvé qu'il y avait une modification alimentaire, qu'elle a dû lire sur le microbiote en Thaïlande et qu'elle a estimé que, elle ne dit pas que c'est une certitude, mais que c'était probablement la raison pour laquelle il y avait moins de morts du Covid en Thaïlande qu'en France. Alors, un dernier exemple, mais et après on parlera plus de science, un dernier exemple qui conforte tout ce qu'il dit et qui montre très bien, et c'est un exemple de 2024, vous avez un activiste qui s'appelle Marc Doyer, qui est un homme qui a perdu sa femme du Creutzfeldt Jacob et qui depuis anime un groupe complotiste extrêmement important et qui reprend un discours qui est un discours nouveau. On n'est plus dans l'histoire de 2020, on est en 2024, que cette fois-ci les ARN injectés seraient la cause du Creutzfeldt Jacob. Et le problème, c'est que bon, déjà la base scientifique est proche de zéro, mais c'est la caisse de résonance. C'est-à-dire que derrière, vous avez Didier Raoult, donc qui est celui qui cite la personne, et puis vous avez un monsieur Bouba. Donc j'ai regardé juste avant qui était Bouba, vous connaissez tous Bouba, mais Bouba alors avec l'autre qui lui dit merci pour le soutien, petit frère Didier, etc. Mais sauf que Bouba, j'ai regardé, c'est 31 millions de personnes sur TikTok et c'est 6,5 millions sur X, Twitter. Donc c'est des caisses de résonance énormes. Et quand des cliniciens ou des chercheurs ont fait récemment une pétition pour essayer qu'on arrête la désinformation, ils ont obtenu 60 signatures, si je me souviens bien. Donc, vous voyez, il y a un rapport de force qui est très compliqué. Alors après, ça devient évidemment plus drôle du tout, c'est qu'effectivement, on a été coursé aussi par des gens, donc on considère que le Covid n'a pas existé, et donc ils nous appelaient à un procès de Nuremberg. Et je finirai par un truc où effectivement on va parler des cliniciens qui sont passés beaucoup à la télé, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est pas tranché, c'est que est-ce que c'est le boulot des universitaires et notamment ceux qui étaient engagés dans le Covid en l'occurrence à rétablir la vérité. Moi, je voudrais juste dire quelque chose que on l'a fait. C'est vrai qu'on a été à Sorbonne Université plusieurs à intervenir. Mais c'est vrai qu'on a aussi payé un prix conséquent, donc avec du hacking, avec des croix gammées. Alors je vous explique pourquoi la croix gammée est limée sur les bords. Les bords, c'est pour déjouer les algorithmes qui empêchent de mettre des croix gammées. Donc ça n'est pas reconnu par l'algorithme. Voilà, j'ai eu toute ma boîte. J'ai passé 2 jours à nettoyer ma boîte Facebook de cette croix gammée qui était assez sympa. Et puis j'ai reçu quelques lettres de Valoris, mais je suis pas tout seul, hein, Sorbonne Université. Il y a Karine, donc ma copine Karine Lacombe, mes collègues, qui a été absolument incendiée, traînée dans la boue par les politiques, par les people. Là, en l'occurrence, avec le fusil, quand il y a les jours d'honneur, ils ont remis une couche. Là, ce que vous voyez en encadré, c'est son extrait de lien d'intérêt sur le site du gouvernement. Enfin bon, voilà, je voulais dire ça. Et il y en a un autre aussi qui était intervenu, Jérôme Marty, qui a intervenu contre Bigard et Lalanne sur les fake news et qui a été condamné par le Conseil de l'ordre. Voilà. Alors, il existe des outils, parce que c'est aussi le sujet, et c'est pas seulement un sujet de communication. Je vais vous mettre 3 exemples récents. Là, vous avez un travail qui est fait par quelqu'un qui est dans le même groupe Infodémie de la NRS où je suis, et qui est une femme que j'ai découvert, qui s'appelle Romy Sever, qui est sociologue, et pour vous montrer un peu comment la mécanique d'infodémiologie fonctionne. Donc c'est son diaporama. Hein. Donc là, pour situer le contexte de son étude, c'est 12 juillet 2021, l'annonce du plan du pass sanitaire par le président de la République. Et la méthodologie est toujours la même. Elle utilise Twitter, puis il y a d'autres qui sont spécialistes de Facebook. Donc ils prennent le discours sur X, ils ont une autorisation, hein, ils demandent une autorisation
de faire des captations de fréquentation. Ça se fait pas par n'importe qui, il faut une autorisation et il y a un processus. Après, ils regardent le corpus de tweets, ils les catégorisent. Et pour faire dans le détail, ils utilisent, alors je suis pas compétent du tout, mais je trouve que bon, c'est facile à retenir, ils utilisent des modèles d'intelligence artificielle préentraînés, c'est-à-dire que évidemment ils vont pas classer à la main des millions de tweets, donc ils utilisent des modèles de classement. Il y en a plusieurs. Camembert, c'est un modèle français. Vous pouvez aller sur le site, vous verrez comment ça fonctionne, c'est assez efficace. Et puis à partir de ça, ils vont choisir un échantillon et dire ben voilà, on va classer. En fonction de l'échantillon, on va classer en 2 classes. Ce qu'on va analyser, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le sentiment. En gros, c'est très simple. Hein, c'est pour ou contre le vaccin anti-Covid, ou en l'occurrence le pass sanitaire. Et puis l'analyse des arguments qui sont classés par item, arguments scientifiques, politiques, social, statut et inclassable. Alors les résultats, c'est très simple. Quand on regarde juste la période qui est autour de l'annonce du pass sanitaire, eh ben on voit 2 choses. On voit d'abord le nuage de mots. Bon, c'est toujours un truc un peu, ça c'est qualitatif. Hein. On voit qu'évidemment c'est focalisé sur l'aspect contraignant, l'obligation et sur le président de la République, puisque c'était lui qui s'y annonçait. Et que les tweets sont très tranchés. On a toujours ce schéma. Voilà, c'est en faveur ou en défaveur. Et quand on regarde les tweets qui sont contre, alors vous avez l'annonce, hein, donc le pic d'annonce, et vous voyez quand même que globalement les messages contre le pass sanitaire sont toujours au-dessus, constamment au-dessus des messages en faveur. Et quand on regarde les arguments scientifiques, et ben là aussi il y a une discussion scientifique, et plus intéressant mais plus compliqué à expliquer. C'est un schéma qui compare, c'est un schéma qui compare en rouge le différentiel entre ceux qui sont pour et qui sont contre, et on voit qu'au moment de l'annonce de la loi de santé et du pass sanitaire, eh ben, il y a un pic qui fait qu'on a 80% de contre en gros et 20% de pour, et puis en noir vous avez le débat, quels sont les arguments, et on voit qu'à partir du moment où finalement le politique a utilisé des arguments scientifiques, ça va être des contre-arguments scientifiques, et évidemment avec beaucoup de fake news. Alors je suis allé chercher donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Il manque une diapo, bon c'est pas très grave. Il me manque une diapo, c'est pas grave. J'étais allé chercher donc la justification de cet élément-là, et en fait l'argument scientifique qui a été le plus utilisé, c'était l'argument selon lequel il avait été publié par le CDC, une étude qui disait que les vaccinés avaient une charge virale Covid autant que les non-vaccinés, et de fait on voit pas pourquoi il y avait un pass sanitaire. Un autre exemple de recherche très vite qui sans résultat, qui est un exemple sur un autre élément qui est mené donc par une équipe de Bourgogne Europe, donc Gilles Brachot qui est professeur en sciences de l'information et de la communication. Et là c'est sur l'utilisation des robots, dans la façon dont finalement des politiques ou des groupes puscules peuvent utiliser les robots pour implémenter de manière extrêmement large. Et vous avez beaucoup de sites qui ont des anti-robots, si je puis dire, pour être sûr qu'il n'y a pas une diffusion de fausses informations. Et un troisième exemple qui va peut-être encore plus vous intéresser parce qu'il est en cours, c'est des données qui sont non publiées, avec l'accord évidemment de leurs auteurs qui me l'ont accordé. C'est une étude en cours sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement à La Réunion sur la vaccination contre. Alors je rappelle un peu pour ceux qui n'ont pas suivi l'information, poussée d'épidémie de chikungunya qui n'a rien à voir avec 2006-2007, mais qui est importante, 33 000 cas, 91 000 consultations depuis janvier 2025. Le 24 mars 2025, Valneva, qui est une entreprise française qui a mis au point un vaccin vivant atténué, c'est très important, qui a éprouvé par l'Union européenne, a distribué 40 000 doses en priorisant les personnes de plus de 65 ans. Et puis là, le 25 avril, patatras, déjà c'était une vaccination sur laquelle l'adhésion était très mauvaise. Le président s'est même déplacé avant. La NSM signale 3 événements indésirables graves, dont un décès chez les sujets de plus de 80 ans. L'avis de l'HAS, c'est on arrête chez les plus de 65 ans. Et évidemment, la vaccination est quasiment à l'arrêt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs équipes, notamment d'anthropologie, qui travaillent. Alors là, ça c'est le travail quantitatif et qu'on voit et qualitatif. On voit un énorme pic à partir de la décision d'arrêter la vaccination. Et puis finalement 4 corpus importants. Le corpus scandale vaccinal, le retour, donc avec notamment Florian Philippot.
un corpus qui est scientifique, mais détourné du modèle dingue, c'est-à-dire on va avoir des anticorps facilitants, mais voilà, alors que là on n'est pas dans la dingue, on est dans le chikungunya. La faible adhésion, et puis le quatrième thème, grand thème, c'est arrêtez tout la vaccination. Et ce travail donc d'une anthropologue de La Réunion qui s'appelle Sofiane Horry est très intéressant parce que évidemment les rumeurs à l'intérieur du phénomène sont intéressants. Alors évidemment c'est des focus group avec des discussions avec des soignants, avec des citoyens réunionnais qui est en cours. Et vous voyez que comme on l'avait vu pour le vaccin Covid à la Martinique et à la Guadeloupe, il y a des éléments de rumeurs locales. Donc, par exemple, la rumeur que le vaccin contre le chikungunya est fait pour tuer les créoles, créolicides, ou pour tuer les vieux, qu'on appelle là-bas gramoun, les gramounicides. Il y a la rumeur de l'infanticide, c'est-à-dire qu'en fait, on va tuer les enfants. Un petit mélange avec confusion peut-être avec le Zika, donc les déformations, le fait que les enfants vont mourir in utero à cause du vaccin, alors que le chikungunya fait ça aussi. Je vais accélérer un petit peu. Juste quelque chose de profane. Là, vous avez un petit truc profane. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas qui c'est. J'ai jamais pu identifier. Un jour, j'arrive à trouver qui c'est. C'est des petites recherches profanes qui ont été faites pendant le Covid. Là, c'était sur Facebook. Quelqu'un qui signait Verify et qui était manifestement un scientifique parce qu'il a posté des choses très intéressantes. Et il a fait un petit travail. C'est-à-dire qu'il a mis un message extrêmement favorable en 2021 sur les vaccins ARN de Pfizer. 300 000 vues, 2000 partages, 500 commentaires. Et ce qui est très intéressant, c'est le petit schéma et les petites explications. C'est-à-dire que les avis négatifs, c'était que 1% des avis, mais c'était 30% des commentateurs et 50% des commentaires. Vous voyez, c'est toujours la question de la caisse de résonance. Je vais passer un petit peu. Je prends un tout petit peu de temps pour un élément historique qui vous sort un petit peu du Covid et du chikungunya, mais qui, à mon avis, devrait être enseigné dans les écoles de journalisme et dans les écoles de médecine, notamment quand on fait de la lecture critique d'articles. Tout le monde pense que l'honneur perdu du Lancet l'a été au moment où il y a eu une rétractation du Lancet et du New England sur l'hydroxychloroquine. Mais en fait, il y a une vieille histoire. Alors, je sais pas, je pourrais faire un sondage. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire Wakefield dans cet amphi? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Donc vous êtes 4, donc je vais parler pour les autres. Non, mais c'est important parce que Wakefield, c'est un modèle expérimental. Donc très rapidement, Wakefield, c'est un gastro-entérologue pédiatrique. En 1998, il publie dans le Lancet une étude dont le titre, et là on a toujours parlé de l'effet titre, mais là c'est l'effet titre inversé, c'est-à-dire que le titre ne dit pas ce qui se passe. Voilà, le titre, je vous le traduis, c'est hyperplasie lymphoïde nodulaire iléale chez les enfants avec une colite non spécifique et le rapport avec le développement mental. Donc là, il n'est pas question de vaccin. Mais quand vous rentrez dans le papier, vous vous apercevez qu'il fait une corrélation entre la vaccination aurore de ces enfants, notamment la vaccination rougeole. Alors, compliqué parce que le vaccin est trivalent, mais enfin est triple. Et ça, on est en 1998. Et pourquoi c'est... Alors ça, c'est la méthodologie. Donc voilà, il fait description de l'auto-immunité, toujours sur 12 enfants. Hein. Il est incroyable cet article. Hein. Il faudrait vraiment le faire analyser dans un examen de lecture critique d'article parce que on n'arrive pas à comprendre comment cet article est passé. Et surtout, comment il est passé, comment il a été arrêté. Parce qu'il ne sera arrêté... 98, il n'est rétracté qu'en 2010, c'est-à-dire qu'il va rester longtemps. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un journaliste, mais alors des journalistes comme ça, c'est assez rare, va passer 4 ans de sa vie à enquêter là-dessus et va s'apercevoir que l'affaire Wakefield, c'est pas seulement une étude qui est mal faite, c'est une fabrication de données, c'est que Wakefield a été rétribué par un cabinet d'avocats qui s'occupait précisément des familles qui poursuivaient les laboratoires de la vaccination, que les 12 enfants avaient été présentés comme normaux, alors qu'en fait, en reprenant les dossiers cliniques, ils avaient un certain nombre de troubles du développement antérieurs à leur vaccination. Quand ils ont repris ce qui est la base par un autre anatomopathologiste, les prélèvements, en fait, c'est une colite non spécifique, il n'y avait rien de nouveau. Et alors, je vous le passe très vite parce que c'est un travail titanesque. Et il avait, au passage, créé une start-up pour faire un test de dépistage de cette entérocolite qu'il avait appelée entérocolite autistique. Et en fait, bon, alors, il y a eu des livres entiers là-dessus. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que Wakefield a été interdit d'exercer en Angleterre par le Conseil de l'ordre anglais. Il est parti aux États-Unis où il fait une très belle carrière, notamment anti-vax. Il a été très proche de Trump.
À droite, vous avez le livre du journaliste, et à gauche, vous avez les livres et les documents qui continuent la théorie de Wakefield. Et puis surtout, alors j'ai regardé son H-index, je pense qu'il pourrait être PUPH, hein, parce qu'il a 45 d'H-index quand même, alors que quand même, bon, et il avait fait d'autres publications aussi qui ont été retirées. Et puis, effectivement, ça va casser sa carrière, mais le plus important, il a été quand même, comme toujours, on est obligé de revenir à la recherche. Et évidemment, il y a des équipes qui ont fait des grosses études, comme le Danemark peut le faire avec ses bases de données. Là, on a 650 000 enfants, c'est pas 12 enfants, hein, et on regarde s'il y a un lien entre vaccinés et non vaccinés et plus d'autisme. Et évidemment, il n'y a pas de lien, mais ça va mieux en le disant. Là, on retrouve notre remise au vert, qui montre très bien dans une courbe qui est prise de l'OCDE, l'impact. La courbe, c'est la courbe de couverture vaccinale des jeunes enfants britanniques au moment de l'affaire Wakefield. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la publication de l'article, dans le grisonné, vous avez l'attente des premières révélations et la rétractation en 2010. Donc vous voyez que ça va si vous pensez que c'est juste une discussion théorique, ça a un impact direct sur l'acceptation de la vaccination. Et il y a eu la même chose aux États-Unis avec Trump et les femmes qui ne voulaient pas se vacciner avant la grossesse contre la rougeole. Et l'analyse qualitative, très brièvement, hein, quand on regarde tous les articles qui ont été consacrés, vous avez 3 thèmes. Vous avez en haut, c'est les risques associés au vaccin, donc discuter. Le thème 2, c'est les travaux épidémiologiques qui contestent l'hypothèse de Wakefield. Mais vous voyez qu'en fait, le parent pauvre, c'est celui qui est le plus important. C'est-à-dire, quelle est la conséquence sur la santé publique de cette communication fallacieuse ? Quels ont été les impacts en santé publique? Et je vous invite, elle a écrit, Romy Sauvert, un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez dans votre bibliothèque, mais je vous l'amènerai la prochaine fois, qui s'appelle Le journalisme scientifique et citoyen, et qui est extrêmement bien fait. Et Trump, dans sa première élection, s'était mis à porter ce message-là. Il est revenu en arrière, difficilement, mais voilà, le lien entre vaccination et autisme. Alors, là aussi, voilà, c'est une petite pique aussi pour les journalistes, c'est qu'aussi, il suffit de chercher les prémices. C'est-à-dire que si on avait tapé Wakefield, on s'est aperçu qu'il avait déjà essayé de nous servir la sauce un peu auparavant, avec cette fois-ci le vaccin ROR qui serait la cause de la maladie de Crohn. Et c'est la même chose avec Raoult. Hein. Dès 2007, Raoult avait publié dans une revue qui n'est pas prédatrice, mais qui est une revue d'autopromotion, au sens où la plupart des membres du conseil éditorial étaient proches de l'IHU. Et bien vous voyez que déjà, il avait considéré que c'était la molécule qui pouvait. Alors je ne sais pas si vous voyez d'en haut, mais il y a quasiment toutes les bactéries, tous les champignons, le HIV, enfin efficace sur tous les virus. Donc vraiment, on ne comprend pas comment cette molécule n'a pas plus progressé. Alors c'est vrai que il existe des décodeurs, je vous avais dit, et un certain nombre d'éléments, et tous les organes de presse ont leur fast-checking. Et puis l'OMS aussi avait mis en place un certain nombre d'éléments de fast-checking. J'ai presque terminé. Hein. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait... parce qu'après, on boit un coup. Quelle action pour lutter contre la désinformation sur le point de santé? J'ai sorti cet article. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'étais pas ce symposium, mais j'ai trouvé que c'était une bonne base de réunir, alors il y a plein de gens qu'on connaît avec Eric là, et d'amis même, de réunir des représentants de l'industrie pharmaceutique, notamment du vaccin, de réunir des journalistes, de réunir des pharmacologues, des représentants de l'État. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, enfin, je ne sais pas si ce symposium était très important. Il a accouché d'une publication, donc, qui est ici, dans une revue assez modeste qui s'appelle Thérapie, et ils ont fait un certain nombre de recommandations, dont certaines sont excellentes, hein, notamment de repositionner ce qu'on appelle les DGS urgences, c'est-à-dire les alertes avec un message qui est construit avec des professionnels de la santé et de la communication. Ça, c'est une chose qui est importante, parce que si vous avez une alerte qui est pas intelligible et qui est pas traduisible par le grand public, on perd de l'efficacité. Et puis avec aussi la formation à tous les niveaux possibles de la formation, que ça soit à l'école, que ça soit au lycée, de formation à la lecture critique de l'information. Et dernière, je crois, diapositive. Donc, on a un groupe à la NRS qui est extrêmement
transversale avec, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près toutes les spécialités réunies, des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des médecins de santé publique, infectiologues, épidémiologistes, sciences de communication. C'est un groupe tout nouveau. On a un premier projet sur le métapneumovirus avec des représentants d'Europe, d'Afrique, francophones. Cette approche, j'espère que ça va accoucher de recherche, même s'il y a déjà des instituts de recherche qui sont spécialisés en France et notamment à Sorbonne sur cette question-là. Et puis je finirai par un dernier élément. Évidemment, si vous me réinvitez, je vous ferai un topo entier là-dessus, mais je pense qu'on est à l'aube d'une crise extrêmement importante de l'information qui va être amplifiée. Je crois que c'est à ça que faisait référence Bruno tout à l'heure. C'est que le Covid, c'est derrière nous, mais l'impact du gel du PEPFAR, du retrait de USAID, qui est l'agence de développement américaine, de la censure de la recherche aux États-Unis, de l'impact sur les pays africains, notamment dans la lutte contre le sida. Côte d'Ivoire, 60% de la Côte d'Ivoire, son plan de lutte contre le sida est dépendant du financement américain. Et que, en plus, dans les premières décisions, Trump a gelé les circuits d'information, c'est-à-dire l'alerte du NIH, l'alerte du CDC. Et donc, évidemment, vous comprenez bien que avec un ministre de la Santé complotiste, tout ça va avoir une influence énorme sur les publications, sur la circulation de l'information scientifique. Et je pense qu'on va pouvoir appliquer à tout ce qui va sortir des États-Unis et qui va inonder le monde les différents éléments que j'ai essayé de vous résumer ici. Et je finirai par cette diapositive cultivée qui symbolise tout ce que je viens de dire. Tous ceux qui ont reçu le premier vaccin contre la variole en 1798 sont morts aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour cette conférence. Il y a deux diapos qui m'ont marqué. La première, c'est l'explosion de l'infodémie au moment du Covid, comme s'il n'y avait rien avant. En termes de processus humain, finalement, il y a eu d'autres grandes épidémies encore plus catastrophiques sur le plan mortalité dans le passé, parfois lointain. Et il y avait déjà ces phénomènes de rumeurs, de transmission de fausses informations, etc. Et l'autre diapositive, c'est celle que tu nous as montrée avec la rangée de personnes début du siècle dernier qui lisent des journaux et la rangée de personnes qui consultent leur portable. Et là, ça m'a frappé parce que c'est la démonstration de pourquoi c'est amplifié. C'est que la différence importante, c'est que celui qui lit le journal, il n'est pas capable de produire ensuite plein de journaux pour diffuser. Il n'a que sa parole à lui, sur son proche entourage, alors que celui qui a le portable, il a un moyen quasiment industriel de diffuser l'information. Donc la diapositive, je les ai trouvées très frappantes. Par contre, les mécanismes qui aboutissent à ça, je dirais sociétaux ou psychologiques ou humains, ils étaient toujours là finalement, non ? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, c'est que effectivement, ça n'a pas commencé avec le Covid, même si effectivement sur PubMed, ça n'apparaît pas beaucoup. Il y a eu une production sur la désinformation, les fake news. Le VIH a été un vecteur très important. Il y a eu, j'ai fait allusion au négationnisme, notamment du deuxième président d'Afrique du Sud, Mbeki, qui considérait que c'était pas le virus du sida et qu'il fallait prendre des plantes. Il y a eu énormément de choses autour de la construction du sida qui étaient du domaine du fake news, qu'on a retrouvé d'ailleurs au début du Mpox. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent, même si c'est pas les mêmes personnes. Donc effectivement, le phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu, c'est que l'analyse de ces phénomènes-là, avec les mécaniques que tu as, que ça soit quantitatif ou qualitatif, est relativement honorable. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, ça rentre dans des publications et ça apparaît, et ça participe à des carrières, etc. Et qu'il y a des gens qui en font leur secteur de recherche. C'est ça pour moi, c'est ça qui est nouveau, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent témoigner là-dessus. Donc, que le phénomène soit pas nouveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est vieux comme le monde. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça devienne une science compte tenu effectivement de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire de la difficulté des outils. Et puis l'autre élément qui est important, c'est que les réseaux sociaux,
il faut pas les voir comme des simples hébergeurs neutres et tout ça. Les réseaux sociaux, ils ont, je veux dire, c'est des éditeurs avec des prises de position et qui doit être, il faut avoir une visibilité critique. Alors Trump nous aide parce qu'on a vu le revirement de comment il s'appelle, Zuckerberg, oui c'est ça, de Zuckerberg, qui a quand même viré à 180 degrés pour ce qui est de Instagram et de Facebook. Et puis il y a eu l'histoire d'Elon Musk avec X qui a complètement changé. Donc les gens ont quitté X, y compris Sorbonne Université, la conférence des doyens, enfin tout le monde quitte X. Donc ça c'est un vrai challenge. L'autre point, c'est la formation des jeunes. Je me souviens, étant jeune adulte, d'avoir regretté de ne pas avoir eu un cours m'expliquant pendant le lycée la façon dont on devait interpréter la presse, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui forme nos plus jeunes à ce qu'ils utilisent déjà, c'est-à-dire tous ces outils numériques et l'ensemble du problème que tu viens d'exposer finalement? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment tôt commencer à former sur cette désinformation des plus jeunes? Alors je crois qu'il y a un programme national au niveau de l'enseignement pour que dès le primaire, ils puissent avoir des bases d'analyse critique des réseaux sociaux, etc. Et pas seulement le fait pas seulement le danger du porno, de la violence, etc. Mais juste d'avoir un éveil à la lecture critique, à la visibilité critique. Alors moi, je n'ai pas les chiffres de fréquentation de ça, mais quand je vois comment déjà la santé sexuelle, c'est pas fait pendant le programme scolaire, je suis un peu inquiet sur la santé cognitive des réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que ça part dans la bonne base. Mais toi qui es doyen de fac, je sais qu'il faudrait impulser aussi que ça soit pendant les études de médecine intégré aux matières. Je pense qu'il y a plein de matières, la cancéro, la pédiatrie, les soins palliatifs, etc., sur lesquels il circule, je prends ces exemples-là pour pas prendre que l'infectiologie, dans lequel il devrait y avoir une partie fake news. Alors moi, de temps en temps, on m'a invité au desk à faire le pialou, quoi, c'est-à-dire à parler de ce sujet-là, mais c'est extrêmement sérieux, ça doit être intégré. Et ma fille qui est en 4e année, excuse-moi, pas dans ta fac parce qu'elle voulait pas dans la fac de son père, qui est à Paris-Cité, elle me dit j'ai passé mon examen de lecture critique d'articles. Je lui dis montre-moi l'article que tu lis, les articles qui t'ont donné. Bon, mais c'est des articles, c'est toujours, on est resté dans le truc, la méthodologie, l'éthique et tout ça. Mais il y a une dimension de la lecture critique qui a complètement explosé. Je suis pas en train de demander à rentrer dans le groupe de lecture critique, mais je veux dire, il faut intégrer ça. Sur l'article de Wickfield, il faudrait l'enseigner. Parce que c'est autre chose qu'une critique méthodologique dans le sens où on l'enseigne actuellement, je crois. Cette semaine, tous les étudiants en médecine de France sont en train de passer les échos. Je vois bien ce qu'il faudra leur faire passer en échos. Merci. Et en lien avec la question précédente et votre dernière diapo sur les groupes à l'NRS, vous allez inclure des groupes du terrain, étudiants et patients et population civile pour créer plus de participation et, pour rebondir sur le sujet de M. Rieu, à créer plus de communication directe avec des publics qui finalement c'est celui qui va répliquer le message? Là, on est au tout début, c'est un groupe très hétérogène, on est en tout début et on est plutôt à la phase de proof of concept. Donc, je vais pas dévoiler, mais on a choisi un thème qui était celui des fake news autour du confinement induit par le métapneumovirus. Je ne sais pas si vous avez su ça, mais on avait dit il y avait le métapneumovirus qui arrivait de Chine et il y a eu un courant de fake news qui avait dit que le président français et d'ailleurs aussi le président américain allait annoncer avec un détournement de vidéo ou d'intelligence artificielle, allait annoncer le confinement à cause de ce métapneumovirus et on commence à voir la capacité qu'on a à travailler à ça. Après, vous avez raison, après si les messages sont prégnants, il faudra évidemment élargir le cercle aux personnes concernées et aux représentants d'associations de patients, mais on n'en est pas là encore du tout. Si c'est ça votre question. Christian Fontmatalo, je suis le référent intégrité scientifique pour la faculté de santé à Sorbonne Université. Et ce qui a été déjà dit par Bruno est exact, c'est que le problème doit être pris à la racine, c'est-à-dire la formation des enfants. Parce que on voit bien que quelles que soient les mesures qui sont prises, et celles-ci sont excellentes,
l'impact que ça va avoir va être forcément limité par le fait que les gens n'ont pas été éduqués dès leur plus jeune âge à ne pas croire. C'est quasiment une compétition entre le religieux et le scientifique qui fait qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge à avoir du recul sur toute forme d'information qui existe. Et là, tu as parlé des fake news, d'informations complètement distordues, mais il y a un phénomène que l'on voit notamment avec les revues prédatrices dont je m'occupe avec Bruno au niveau national, qui est beaucoup plus pervers, qui est que même les informations tordues, ce qu'on appelle le spin dans la présentation des résultats des études, enjolivées, l'information détournée qui n'est pas fausse, mais qui est juste tordue, a également un impact absolument monstrueux. Et du coup, l'éducation des masses, dès le départ, et pas seulement à l'université, c'est de la LCA, j'ai enseigné pendant 10 ans, c'est très bien, mais ça ne suffira pas si dès leur plus jeune âge, les humains ne sont pas informés qu'il faut se méfier des informations que l'on reçoit, quelles qu'elles soient, du fait que pratiquement toute communication a tendance à vouloir enjoliver ce qui est présenté, tout simplement pour des intérêts commerciaux ou des intérêts d'ego et de volonté de paraître beau, puissant et généreux. C'est vrai de toutes les formes de présentation scientifique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur l'élément enfant, dès leur plus jeune âge, à toute occasion de les introduire à ce concept, ce qui n'est pas facile parce qu'en même temps, dans les formations de jeunes, il ne faut pas non plus sans arrêt que tout le monde doute de tout. On le voit bien dans les formations médicales. Au début des études de médecine, on apprend des choses en béton. Et ça n'est qu'un peu plus tard qu'on apprend aux étudiants qu'il faut se méfier de ce qu'ils lisent. Donc c'est compliqué à faire, mais ce sujet-là va bien au-delà des fake news. Je pense que sur la communication en général, il y a un énorme travail à faire. Alors j'ai peur, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que dans cet amphi, je fais dans le cadre du service sanitaire, je fais la santé sexuelle, et alors ils sont un peu plus nombreux, parce que c'est obligatoire, mais chaque fois je leur demande au lycée, combien ils ont eu les cours obligatoires depuis 2002, si je me souviens bien, hein, d'ouverture à la santé sexuelle, mais c'est exactement et c'est des étudiants en médecine, hein, on est à 18-20%, et quand on regarde dans les sondages concernant les enseignants qui n'ont pas fait les cours, ils vous répondent « on n'a pas le temps » et en gros, c'est aux parents de le faire. Donc non, mais tu as raison, mais j'ai peur que la réponse soit encore pire. Parce que, en gros, c'est les parents à éduquer les enfants sur les risques de la désinformation. Et concernant ta deuxième remarque, elle est très juste. Il y a une question philosophique qu'on retrouve dans les articles que j'avais notés. C'est qu'est-ce qui est le plus grave finalement? Est-ce que c'est la défiance généralisée, donc qui a envahi globalement tout le champ de la science depuis le Covid, ou c'est la confiance excessive? Donc c'est une question philosophique que je te renvoie par rapport à ça, et je ne sais pas où est le curseur. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que en information, la vérité, le vrai et le faux n'est pas un système binaire. On l'a vu avec le Covid, donc parfois la réalité est entre les deux, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Agnès Farkas. J'ai un blog qui se nomme Tous centenaires et bien portants. C'est intéressant. Écoutez, simplement, moi, je pense à une chose. Bon, vu mon âge, j'avais profité pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, d'émissions qui se passaient au moment du journal télévisé de 20 heures, où l'on vantait les progrès, je dirais, de la science, que ce soit atomique, biologique. Alors, il y avait des professeurs qui venaient, ça durait un quart d'heure, c'était une fois par semaine, et tout le monde commentait après. Je me souviens de ça dans ma petite cité. Alors, j'étais en train de me poser une question, parce qu'on pourrait utiliser l'arme des réseaux sociaux pour éduquer et intéresser à la découverte scientifique non seulement les enfants, mais tout à chacun, puisque l'on remet aux parents l'idée qu'ils doivent éduquer leurs enfants, mais il faut aussi éduquer les parents, quel que soit l'âge. Donc, cette arme des réseaux sociaux pourrait être utilisée par le milieu scientifique et politique dans une éducation qui serait les réseaux sociaux au plus large.
Non, mais c'est une bonne idée. Après, les réseaux sociaux, ils sont souverains et pour avoir dans d'autres recherches sur le VIH, essayé d'utiliser des réseaux d'applications, de rencontres, etc. Ils sont pas très porteurs de messages positifs. Je suis désolé, de messages qui soient qui induisent une positivité de l'image de la science. Mais voilà, je vais pas faire de la pub, mais il se trouve que je travaille sur un livre qui va bientôt sortir, qui est précisément des portraits de médecins qui donnent envie. Alors c'est pas sur les réseaux sociaux, il faudra acheter le livre, mais qui donnent envie un peu et d'avoir une vision positive de la science, parce que ça a été beaucoup sali globalement dans cette crise du Covid et on voit bien dans les statistiques. Donc on a besoin effectivement d'images tutélaires qui soient très fortes, très positives. Et je rejoins un peu votre propos. Et je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux que ça peut se faire, mais s'il y a un espace pour ça. Sur les BD ou les mangas, on pourrait utiliser Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, Anne-Geneviève. merci beaucoup Gilles Merci pour à ta toi. présentation. Et il y a le facteur temps aussi, parce que tout ça, ça prend énormément de temps en fait. Et quand on l'a bien vu pendant le Covid, les gens qui communiquaient beaucoup sur les plateaux de télé, alors je ne parle pas de Karine, qui connaissait très bien le sujet, mais on a eu beaucoup de gens aussi qui connaissaient pas du tout le sujet, et en fait, les vrais experts, ceux qui connaissaient bien, mais on était occupés à autre chose. On n'avait pas le temps d'aller communiquer, et en plus, on n'est pas formé à ça. Donc, je me disais, est-ce que il faudrait, alors ça fait peut-être, est-ce que on n'aurait pas dû avoir peut-être plus de porte-parole, un peu plus officiels, des canaux plus officiels où on aurait pu communiquer mieux, parce que finalement tout le monde y est allé un peu en ordre dispersé, et ça a contribué aussi, je pense, à cette image de la science, cette image mauvaise de la science qu'on a donnée. C'est marrant ce que tu dis, parce que je vais pas revenir à l'affaire du sang contaminé parce que c'est un autre sujet, mais pendant la crise du Covid, donc effectivement, comme j'étais dans le top 10 de ceux qui passaient, et j'ai un jour, je peux te montrer le SMS, hein, j'ai envoyé à 6 ou 7, dont c'est un néphrologue qui a beaucoup parlé, Karine, je sais plus, il devait y avoir Com aussi à l'époque, etc. Enfin, je vais pas citer tous les noms. Et j'ai dit, mais ça serait bien quand même qu'on se réunisse pour avoir ne serait-ce qu'une certitude de le langage commun. J'en ai 2 qui m'ont répondu. Ils m'ont dit que c'était une bonne idée. Et donc j'ai jamais réussi. Mais tu as raison. Il n'y a pas eu ça, quoi. Alors après, il y a eu des échanges avec les uns en fonction des affinités, où on essayait d'avoir sur des positions compliquées le même discours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de cohésion et sincèrement, ni la PHP ni la Sorbonne nous a réunis en disant vous passez beaucoup, dites-nous, voilà, échangeons. Bon, il y a eu quelques webinars avec le siège de la paix, mais qui étaient plutôt des webinars descendants que des webinars ascendants, alors que c'était nous qu'on sollicitait, quoi. Rebonjour, donc Isabelle Poiseau, responsable des bibliothèques sur le pôle santé. Alors juste, il existe des formations en élémentaire, ça se fait, pas dans toute la France, mais sachez qu'il y a des instituts qui font des études sur l'image, surtout aux enfants, et qui leur font décrypter des images, des montages d'images, donc ça existe. Deuxièmement, sur la formation des étudiants, en tant que bibliothécaire, c'est quand même notre cœur de métier. La recherche doc est de décrypter l'information et de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc c'est toujours. Donc nous, on fait des formations au sein de Sorbonne Université, plutôt sur les paramèdes. Donc en effet, puisque dans le cursus médical, il n'y a pas d'enseignement sur la recherche doc ou sur comment on fait un article avec voilà. Donc c'était simplement pour dire qu'il y avait quand même des choses qui étaient faites auprès des étudiants, et que nous, quand on fait des formations, il y a toujours un module fake news. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Juste un exemple que je voudrais donner. De temps en temps, la frontière est tellement faible entre justement le côté complotiste et pas, parce que de temps en temps c'est gros, mais de temps en temps c'est extrêmement fin. Je pense qu'il y a des gens ici qui s'intéressent aux origines du Covid. Moi-même, je serais incapable de faire un topo extrêmement clair. Il y a des gens qui travaillent sur ça. De toute façon, on ne saura jamais la vérité. Mais il y a eu, par exemple, très récemment une émission sur France 5 dont tout le monde m'a dit que du bien. Voilà, qui
porté récemment les origines du Covid. Et nous, à VIH.org, et je vous invite à aller à VIH.org, elle s'appelle Florence Debar, c'est une chercheure à l'Institut Pasteur qui travaille justement sur les origines du Covid. Et elle a complètement, c'était très déstabilisant, parce que même pour quelqu'un qui connaissait un peu le sujet, elle a complètement débobiné le reportage de France 5. Je ne sais même pas si on n'aura pas un droit de réponse, parce qu'elle explique que à chaque moment, il y a une petite dérive complotiste, mais qui est infime et qu'il faut connaître tout à fait le sujet. Je prends un exemple concret. L'histoire du fameux laboratoire de Wuhan. Déjà, on sait qu'il y en avait 2 laboratoires de Wuhan. Celui qui était ouvert par les Français, c'est pas celui qui est en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a inauguré le mari de la ministre de la Santé, c'était pas celui qui est en cause. Enfin, parfois, le diable se loge dans le détail. Et ça, effectivement, c'est très chronophage. Avec Renaud Piarou, il y a eu au Théâtre de la Ville un remarquable débat théâtral qui il est bon. confrontait les 2 points de vue et qui était assez intéressant sur ce sujet. Bien, je vous propose de clore. Un grand merci Gilles. Merci à vous. Merci d'être venu. La conférence est comme d'habitude enregistrée, donc vous aurez le lien. Ce sera accessible avec l'ensemble des conférences passées, donc n'hésitez pas à diffuser dans votre entourage. Je pense que l'ensemble des informations données étaient particulièrement passionnantes. Bonne soirée à tous. On se retrouve pour ceux qui veulent continuer à discuter avec l'orateur en haut pour un pot de l'amitié. Bonne soirée à tous.